de XXIe siècle. En Égypte, comment un agriculteur a réussi à sortir de la pauvreté? Ce n'est pas d'une seule chose dont les gens ont le plus besoin. Il y a beaucoup de choses dont les gens ont besoin. Ils ont besoin d'éducation, de santé, de l'agriculture. Quels sont les outils de la réussite? En Bosnie, un homme refuse de laisser la haine l'emporter. Nous mangeons tous la même nourriture, nous portons les mêmes vêtements, nous allons dans les mêmes écoles, nous vivons tous en société et participons aux mêmes événements. La solidarité, le courage, portrait d'un héros ordinaire. Bonjour et bienvenue dans 21e siècle, je suis Charlotte Legris de la Salle. L'Égypte, un pays traversé par l'espoir, mais bouleversé depuis le printemps arabe. Dans les régions rurales, l'existence y reste précaire. Voici comment certains agriculteurs ont réussi à sortir de la pauvreté et à prendre leur vie en main. Reportage. Les rues d'El Edouaa. Aujourd'hui, ce sont les femmes qui forment la foule. Elles sont là pour vendre et espérer obtenir un revenu suffisant pour leur famille. Partout dans le monde, ces marchés sont signes de la vitalité économique, de la force d'une communauté. Mais est-ce encore vrai lorsque les ressources viennent à manquer? L'existence de Nadia Fawzi n'a été qu'un combat jusqu'ici. Il lui a d'abord fallu dépendre des maigres revenus de son mari, concierge dans une école. Il me disait d'acheter ce dont j'avais besoin, mais je disais non, je peux seulement dépenser la somme que j'ai. En 2007, son mari meurt d'une leucémie. Il lui faut assurer seul sa survie et celle de ses 5 enfants. Sa priorité, qu'ils aillent tous à l'école, quel qu'en soit le coût. Quand il est tombé malade, je lui ai dit que je ne pouvais éduquer que les 2 aînés, pas les plus jeunes. Mais il a dit non, fais en sorte qu'ils aient tous une éducation. J'ai pensé à faire quelque chose pour nourrir les enfants, n'importe quoi, pourvu qu'ils n'aient pas à compter sur l'aide de leur oncle. Je suis leur mère et je prends soin d'eux. Personne ne doit subvenir à leurs besoins à part moi. Difficile, presque impossible, lorsque l'on vend quelques poulets. Gravement endettée, Nadia a très vite su qu'il fallait faire grandir son commerce de volailles. Mais comment? Elle vit en Haute-Égypte, l'une des régions les plus pauvres du pays. La Haute-Égypte, pourtant à 1 heure de route au sud du Caire, la capitale, mais traversée par le haut du Nil si l'on suit le sens du courant du fleuve. Une région qui est restée dans le sous-développement. Une région justement choisie pour y lancer le projet Hayat de sécurité humaine en Haute-Égypte. L'idée, promouvoir l'autosuffisance des communautés en les aidant à développer de petites entreprises comme celle de Nadia. Donner une chance. Soutenu par le Fonds des Nations Unies pour la sécurité humaine, le projet offre par exemple aux habitants de Haute-Égypte une formation agricole ou des conseils en développement d'entreprises. Explication de Medhat Rachid, l'un des gestionnaires de Hayat. L'objectif du projet Hayat est d'améliorer les conditions de vie des plus vulnérables et aussi d'installer des filets de sécurité sociale en s'appuyant sur les personnes sur place. Des personnes comme Nadia, veuve, éleveuse de poulets, bien consciente que son affaire ne se développerait jamais si elle continue à plumer les volailles à la main. Elle a réuni l'argent de ses économies, celui prêté par ses voisins, mais aussi celui de l'un des nombreux organismes de prêt que Hayat a installé dans la région. Elle a pu ainsi s'acheter une machine à plumer. Son fils, lui, a reçu une formation professionnelle grâce au projet Hayat et aux côtés de sa femme a pu contribuer à l'entreprise de sa mère. La machine à plumer de Nadia a allégé sa charge de travail tout en augmentant ses revenus.
ou comment un changement technologique de petite échelle peut améliorer toute l'existence. Depuis que j'ai acheté la machine à plumer, j'ai commencé à vendre plus. J'ai plus de clients grâce à cette machine. Les organismes d'épargne et de crédit comme celui-ci fournissent une aide financière critique à des milliers de femmes. Elles peuvent alors monter leur entreprise et se sortir elles-mêmes de la fatalité de la pauvreté. Démarrer sa propre entreprise, même à ce micro-niveau, c'est l'une des sources de subsistance dont nous essayons de faire la promotion. Si vous pouvez trouver le moyen de sécuriser votre revenu, vous aurez l'opportunité d'éduquer vos enfants, d'avoir votre sécurité alimentaire, immobilière et de faire face à toutes les autres menaces. En 2010, ce que l'on a appelé le printemps arabe a balayé toute la région, y compris l'Égypte. Chute des présidents, changement de régime et espoir que cette révolution profiterait à toute la population, jusque dans les villages reculés de la Haute-Égypte. Mais l'instabilité est devenue la règle. Les recettes du tourisme ont chuté, les investissements avec, les emplois publics ont fondu. Une récession économique qui a rendu les conditions de vie de la population encore plus précaires qu'auparavant. Peut-être la sécurité humaine dans les zones de conflit est liée à la sécurité face à la guerre. En Égypte, la sécurité humaine est très liée à la sécurité économique. Le docteur Khaled Abdelhalim travaille au ministère égyptien du développement local. En Haute-Égypte, gagner sa vie est un combat difficile. Il y a un grand manque d'investissement qui en réalité n'est pas un manque de ressources naturelles ou d'opportunités économiques. C'est juste une question de comment développer ces opportunités. Ce n'est pas d'une seule chose dont les gens ont le plus besoin. Il y a beaucoup de choses dont les gens ont besoin. Ils ont besoin d'éducation, de santé, de l'agriculture. Nous avons besoin de beaucoup de choses. Gamal Khalaf vit lui aussi en Haute-Égypte, dans le village de Bartibat. C'est un dirigeant local respecté et père de 3 enfants. Gamal se consacre au Forum pour la sécurité humaine de son village, qui fait partie du projet Hayat, l'un des 6 groupes d'implantation locale destinés aux hommes, femmes, jeunes et moins jeunes, tous ceux décidés à prendre en main l'avenir de leur communauté. Ma participation à ce comité est une grande responsabilité. Que Dieu m'aide à être à la hauteur de la tâche. L'objectif du projet Hayat, encourager les communautés au travers de projets qui renforcent la sécurité humaine au sens large du terme. Emploi, santé, éducation. Le groupe de Gamal a rapidement répondu aux écoles, par exemple, qui manquaient de tableaux noirs, ou aux problèmes de connexion à l'eau courante. Cela redonne l'espoir que les choses peuvent changer, même à petite échelle. Tout n'est pas une question de plan national, de vision nationale, mais aussi de petites choses pratiques sur le terrain. Mais comme pour Nadia, l'entreprise de Gamal avait besoin d'une aide pour décoller. Gamal fait partie des nombreux agriculteurs de la Haute-Égypte, un métier dont il nous raconte les difficultés. Nous avons des ressources limitées pour l'agriculture. Nous n'avons pas de technologie avancée. Gamal cultive des champs, mais également une plantation de dattiers. Aujourd'hui, il grimpe à l'un des palmiers pour polliniser les fleurs. Dans quelques mois, il pourra récolter les fruits, des centaines de dattes. Mais aujourd'hui, il doit faire face à une nouvelle menace, le charançon rouge, une larve qui ronge le palmier depuis l'intérieur. Ce parasite attaque toute la production locale de dattes et finit par tuer les arbres. Environ 30% des dattiers de la région sont atteints, y compris les arbres de Gamal. Les palmiers ont été touchés il y a 5-6 ans. C'était la première fois que je voyais ce genre de parasite, le charançon. Les traitements classiques demandent beaucoup de temps et d'efforts.
Mais grâce au projet Hayat, Gamal a pu utiliser des armes plus efficaces contre le charançon rouge. La guerre a pu commencer. En forant à l'intérieur de l'arbre et en injectant le pesticide, grâce à ce simple appareil hydraulique, Gamal a réussi à sauver ses arbres. Avec la machine, j'ai injecté entre 3 et 5 litres à l'intérieur du palmier en 15 minutes environ. Et Gamal ne s'occupe pas simplement de ses arbres. Il a conçu et fabriqué 3 machines supplémentaires qu'il loue maintenant aux fermiers qui en ont besoin. Encore un exemple, une technologie à petite échelle, mais qui aide toute la population locale à faire face. Ici, aujourd'hui, la production de dattes ne cesse de croître. Autrefois destinée à sa consommation personnelle et au petit marché du village, la nouvelle compagnie dattière exploite désormais ce trésor régional au-delà même des frontières. Nouveaux processus de fabrication, nouvel emballage, des revenus en hausse pour tous ceux qui s'y investissent. Aujourd'hui, Gamal est associé à 30 partenaires. Il rend visite aux agriculteurs et les conseille pour faire face aux parasites. Son appareil hydraulique a amélioré sa propre production, mais aussi celle des fermiers locaux. L'espoir est revenu, et avec lui des projets. Nadia Fawzi aussi en fait. Je me sens plus confiante. Si je pouvais ouvrir un magasin et acheter une eau plumeuse ou un congélateur, ce serait bien, ça m'aiderait. Aujourd'hui, Nadia et sa famille dirigent le groupe d'épargne de la communauté. Et elle espère que le sort de tous va pouvoir s'améliorer. Nadia, Gamal, l'incarnation du changement possible en Haute-Égypte. De l'entrepreneuriat pour changer sa propre vie, celle de ses enfants bien sûr, mais aussi celle de ses voisins, de tous les habitants de la région. L'entrepreneuriat, c'est pour moi quelque chose de nouveau qui permet à quelqu'un d'avancer ou de travailler d'une façon nouvelle pour exceller dans sa carrière. Avancer, espérer pour son propre avenir, celui de sa famille, ici en Haute-Égypte. La guerre dans les Balkans a fait des anciens amis, des anciens voisins, des ennemis. Voici l'histoire d'un homme ordinaire, au courage extraordinaire, qui a traversé les lignes de combat et les barrières pour sauver des vies et œuvrer à la réconciliation. Avec l'avènement de l'Empire austro-hongrois en 1878, beaucoup de Juifs sont venus en Bosnie-Herzégovine. Mon arrière-grand-père, Joseph Mandelbaum, est venu à Foča. En 1905, ils sont partis à Mostar. Je suis né en 1946, mon frère en 1948. Ma mère, Finci, venait de Sarajevo et toute sa famille a été tuée dans l'Holocauste. J'étais président de la communauté juive, mais je ne savais pas ce qui était en train de se passer. Je ne savais pas ce qui nous arriverait à nous, les Juifs.
1992 nous a tous pris par surprise ici, à Mostar. Venez voir votre grand-père. La guerre a débuté en Croatie. Ça a commencé comme une guerre civile. Tout a démarré quand la Croatie a adopté la nouvelle constitution qui a déclaré que le pays était seulement pour les Croates catholiques. Elle définissait tous les groupes ethniques non catholiques comme des minorités. Il y avait des pourparlers pour que cette partie de la Bosnie-Herzégovine, qui était à majorité croate, devienne une partie de la Croatie. C'est alors que les persécutions de musulmans ont commencé à Mostar. J'ai vécu dans la partie est de Mostar, sur la rive gauche de la rivière Neretva, jusqu'en 1993. La population là-bas était majoritairement musulmane. Lorsque la guerre avec les Serbes a éclaté, nous avons déménagé dans la partie ouest, sur la rive droite de Neretva. Puis, quand le conflit entre Croates et musulmans a commencé, la population musulmane est revenue dans la partie est de Mostar. Je suis revenue à mon appartement, moi aussi. J'ai organisé des convois humanitaires en transportant des colis qui étaient préparés par les habitants de la rive ouest pour des amis, des parents, des citoyens qui vivaient dans la partie est de la ville. Je pense avoir été l'une des dernières personnes à franchir l'ancien pont. C'était le 30 mai 1994. Ils ont réalisé, en particulier Misic, le commandant croate, qu'ils ne pouvaient pas m'arrêter tellement ma volonté d'aider les gens était forte. Alors, ils ont placé une bombe sous ma voiture. Ma voiture a explosé et elle a endommagé les voitures autour. Ma première pensée a été que je serais mort si j'avais été à l'intérieur de la voiture. Un peu de temps a passé. Personne ne pouvait aller nulle part. Un jour, je suis allée dans ma cour et Zoran était là. J'ai eu un tel choc. C'est comme si Dieu veillait sur nous. Zoran était la dernière personne que je m'attendais à voir à ce moment-là. Zoran, debout, une miche de pain à la main, emballée dans du papier. J'étais paralysée sur place. Quand Zoran est apparu, ma foi est revenue. J'ai su que si cet homme pouvait passer les barrières, la guerre aussi pouvait passer.
Ils prenaient les gens de leur propre appartement. On savait que s'ils nous avaient pris cette nuit-là, le pire aurait pu arriver. Cette nuit-là, pendant le couvre-feu instauré par la police, il est venu me chercher. Quitter l'immeuble a été le moment le plus effrayant. Quand il aidait les gens, il ne prêtait jamais attention à leur nationalité ou au fait qu'ils étaient des hommes ou des femmes. Avec son exemple, on peut vraiment apprendre ce que cela veut dire, être humain. Nous allons à l'Héliodrome, où en 1993, un grand nombre de personnes ont été emprisonnées. Les musulmans étaient détenus dans ce camp. Les gens étaient retenus ici pendant 10 ou 11 mois. Je me suis débrouillé pour entrer et leur apporter de petits cadeaux, des lettres, des chocolats, des cigarettes. Quand je vois cet endroit, ça me rappelle l'une des périodes les plus difficiles que notre ville ait connues. D'abord quand les Serbes ont été chassés en 92, puis les musulmans en 93. Notre ville ne méritait pas ça. Mostar a bien d'autres raisons d'être célèbre, pas des camps comme celui-ci. Nous, les minorités nationales, nous nous battons pour une Bosnie-Herzégovine unifiée. Je me suis battu pendant des années contre le fait d'être étiqueté comme minorité. Je ne me sens pas comme tel. Je suis un citoyen d'Herzégovine qui pratique la religion juive. Nous mangeons tous la même nourriture. Nous portons les mêmes vêtements. Nous allons dans les mêmes écoles. Nous vivons tous en société et participons aux mêmes événements. On ne peut pas avancer sans la vérité, parce que sans la vérité, il n'y a pas de réconciliation. Pour que nos enfants sachent ce qui s'est passé dans notre ville, faites ce voyage avec moi. Affrontons les choses dont les gens ne veulent pas se rappeler. Nous ne devons pas oublier. Nous ne devons pas oublier que tous les ponts de Mostar ont été détruits. Je suis ce genre d'homme qui veut juste aider quand je vois une injustice faite à quelqu'un. Je veux que cette personne la surmonte et se sente mieux. Un homme ordinaire en fait, prêt à aider tout ce qu'il peut aider. C'est tout pour cette édition. Partagez les histoires du monde, c'est sur TV5 Monde. Je suis Charlotte Legris de la Salle. Ça a été un plaisir de vous accueillir dans cette émission ces dernières années. 21e siècle continue, mais avec un nouveau visage dès le prochain épisode. Merci de votre fidélité. Au revoir.